Bon après-midi, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi d'abord une remarque préliminaire qui nous concerne toutes et tous. Ça fait pratiquement un mois que nous sommes dans une situation très exceptionnelle. Situation telle que notre pays ne l'a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons dû prendre très rapidement des mesures. Nous avons très vite dû organiser la lutte contre le virus. Nous avons dû réagir très rapidement. Et cela a perturbé fortement notre vie quotidienne à tous. C'est une solidarité nationale qui est demandée ici. Et je dois vous dire, nous avons eu et nous avons toujours une solidarité nationale qui fonctionne ici à Luxembourg. Et je peux l'affirmer maintenant. Nous avons réussi à mettre le virus sous contrôle, de n'avoir pas de situations telles qu'elles existent dans les pays limitrophes. Nous avons eu une situation et nous avons une situation que notre système de santé s'est maîtrisé et c'est grâce à tout un chacun. Et cette prémisse doit rester en vigueur. Nous devons continuer de rester disciplinés afin d'éviter que d'ici quelques semaines, nous aurons la situation qu'on veut en fait éviter maintenant et pour laquelle nous avons tout fait pour ne pas y arriver dans une situation très grave. Cette situation du Covid-19, nous l'avons en main et nous faisons la surveillance. Et cette surveillance est primordiale pour nous. Ce n'est pas seulement le virus que nous tenons à l'œil. Ces derniers jours, nous avons également dit que nous sommes bien conscients que dans une situation exceptionnelle qui perdure depuis plusieurs semaines, il faut évidemment compter sur des conséquences. Donc des dégâts collatéraux et des effets secondaires. Nous savons qu'il y a des personnes qui souffrent très fort de ce confinement, des fois des conséquences psychologiques et on ne peut pas les sous-estimer. Plus cette situation perdure, plus des situations plus problématiques font surface. Et de plus en plus, nous devons donc tenir ces problèmes à l'œil. Donc à l'heure actuelle, nous sommes dans une situation qui, si nous regardons les chiffres du virus, nous sommes au point de pouvoir arriver ou démarrer une nouvelle phase et pouvoir annoncer des nouvelles mesures aujourd'hui. Ces derniers jours, nous avons bien travaillé sur ces mesures. Ce n'est pas une mesure qu'on prend à la légère. Non, on a bien tout analysé. On a tenu compte du monitoring. Donc cette surveillance est primordiale et ça va rester primordial à l'avenir. Nous allons voir comment, petit à petit, nous allons réintégrer une vie qui a plus de normalité de nouveau. Et nous travaillons vers ce but. Nous suivons les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et il n'est pas possible que demain tout rouvrira. Il ne peut pas être que demain tout retournera à la normale. Ce n'est pas possible. Donc nous voulons maintenir le risque aussi bas que possible, mais nous faisons tout pour qu'une propagation du virus ne soit pas une réalité. En bref, il s'agit de commencer ce chemin tout doucement, pas par pas, et relancer certains secteurs. Donc nous devons voir où se trouvent les priorités et donc maîtriser les dégâts collatéraux. Dans les semaines et jours à venir,
Nous suivons très fort l'évolution du virus, également la capacité des lits disponibles, et nous sommes aussi liés par ce monitoring. Donc tout ça ensemble est nécessaire pour qu'on puisse prendre des mesures. Donc le volet des tests est un des volets du déconfinement, et Madame la ministre va en parler en détail tout à l'heure. Donc, en dehors de ceci, ce matin, lors du Conseil de gouvernement, nous avons retenu qu'il est très important que d'autres volets sociaux, économiques, etc., que ces volets soient discutés également. On constitue un groupe et on a donc créé une commission consultative regroupant 8 personnes. Et nous allons donc consulter ces personnes régulièrement afin d'avoir leur feedback quant aux répercussions que j'ai déjà énumérées, que ce soit éthique, que ce soit également, il peut y avoir l'input également des différentes chambres de commerce, des artisans, des métiers, etc. Donc c'est important pour nous qu'il y ait un tel comité avec lequel on puisse avoir un échange. Donc la composition de ces conseils va être annoncée sous peu. Donc nous avons élaboré une stratégie sur la manière d'aller de l'avant pendant les semaines à venir, tout en tenant compte de la discipline, si bien qu'on puisse un jour sortir du confinement. Première phase, ça débute le 20 avril, donc le lundi qui va venir. À ce moment-là, les chantiers vont rouvrir. Ceci veut dire que les entreprises de la construction, de la rénovation, de la transformation pourront travailler. Les chantiers pourront rouvrir. Ça compte aussi pour les personnes qui travaillent sur les chantiers, les entrepreneurs, les entreprises de l'artisanat et tous ceux qui travaillent sur les chantiers. Donc c'est une consigne qui va nous accompagner dans les semaines et mois à venir. Donc il y aura des règles et il faut les respecter. Je vais y revenir plus en détail. Donc ça concerne la distance sociale à respecter, donc 2 mètres de distance qui est importante, ainsi que toutes les autres mesures relatives aux gestes barrières. Cela concerne également la barrière supplémentaire du masque qui est important pour nous, pour protéger les autres. Pour ce déconfinement, nous allons procéder de manière très prudente. Donc les chantiers sont un secteur où on a une stratégie différente des autres pays. Vous savez que dans les pays voisins, les chantiers n'ont pas été fermés. Mais nous ne regrettons pas d'avoir fermé les chantiers. Nous avons dit confinement, donc nous essayons également de limiter le confinement à ces endroits-là. Donc nous avons fermé les chantiers, c'est une chose, et nous pensons que maintenant il y a une possibilité de les rouvrir. En parlant de ce genre d'activités, même les activités qui se font à l'extérieur, les travaux de jardin pourront également redémarrer. Donc les paysagistes, les pépiniéristes et les jardiniers qui travaillent dehors, mais là également dans le respect des règles définies et qui vont être définies avec les fédérations. Dans une première phase, les commerces de bricolage vont également être rouverts. Donc, encore une fois, dans le respect des mesures. Donc, à partir de lundi, ce sera également le cas pour les recycling centres, donc les centres de recyclage qui vont être rouverts. Donc, ça sera fait par circulaire. Que lundi, ils vont rouvrir compte tenu des mesures des 2 mètres de distance et des autres mesures. Dans une première phase, il y aura encore un autre point que je dois soulever, c'est l'assistance pour l'aide à la famille et l'éducation. Donc, c'est-à-dire, ce sont les activités de l'Office national de l'enfance. Donc, les points qui sont importants pour assurer l'encadrement des enfants, parce qu'il y a une nécessité dans certains cas afin d'avoir un suivi plus actif. Donc cette phase va durer 3 semaines.
3 semaines, ça veut dire on va se donner le temps nécessaire, le temps de l'incubation au cas où il y aurait des affections. Donc on ne veut pas d'ici 10 jours arriver à des crises. Donc ça dure 3 semaines avec une petite exception. C'est pour le secondaire, les premières ou 13e, et également pour les BTS et travaux pratiques à l'université. Donc, en raison du calendrier, pour valider le diplôme, nous devons les faire redémarrer les 4. Donc, il y a une phase 1 bis ou 1 prime. Donc, là, il n'y aura pas l'attente des 3 semaines avant d'arriver à la phase 2. Donc, la phase 2 va être lancée le 11 mai. Donc, les lycées vont de nouveau rouvrir, pas complètement. Il est prévu qu'on partage les écoliers en 2 groupes, groupe A et groupe B, et les uns vont aller à l'école, l'autre vont travailler à domicile, donc avec une alternance une semaine sur l'autre. Donc ça aidera également pour le transport scolaire, qu'il y aura trop de personnes au même endroit. Ça compte également pour l'école fondamentale qui rouvrira dans une 3e phase le 25 mai, date à laquelle également les crèches et maisons relais vont rouvrir. Cela veut dire qu'il est important de souligner que dans les écoles, dans les maisons relais, afin d'assurer une distance maximale, nous avons pris ces dispositions et nous avons donc 2 groupes séparés. Je réfère au ministre de l'Éducation qui aura une conférence demain à 14h, lors de laquelle il parlera du volet éducatif. Ce plan signifie également que la large ouverture des commerces de la ORESK sera analysée après le 11 mai. Donc ce ne serait pas prudent de donner une date à l'heure actuelle pour savoir quand ce sera. Mais une chose, nous la savons, nous savons que combien c'est difficile pour ce secteur de l'ORESK, pour le commerce, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas aller travailler. Il est très difficile. Et ce matin, nous avons retenu au Conseil de gouvernement qu'il faut d'autres aides pour aider ces entreprises et les professions où les chances de survie diminuent de plus en plus. Donc c'est notre souhait de trouver un moyen d'aider. Nous avons demandé au ministre des Finances de discuter également avec le ministre de l'Économie et des classes moyennes pour développer des mesures pour dépasser ce stade. Nous savons qu'il n'y a aucune aide qui soit parfaite, qui soit aussi parfaite que le fonctionnement régulier d'une entreprise. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a des sociétés, des entreprises qui subsistent. Nous avons des gens qui ont créé quelque chose, une société, et qu'ils puissent continuer à exercer leur profession. Donc il est important également de dire que nous analyserons régulièrement ces mesures et s'il faut des adaptations, nous serons évidemment d'accord de les ajuster. Donc, je vous ai parlé de la surveillance, du monitoring. Donc, il se pourra qu'on pourra donc accélérer certaines mesures ou les freiner. Donc, le monitoring, le nombre de lits en soins intensifs, c'est vraiment quelque chose qu'on doit surveiller de manière constante. Et ça nous permettra d'aborder les phases qui suivront. Donc, si la situation évolue en positif, on pourra prendre d'autres mesures. Si la situation empire, il faudra prendre d'autres mesures. Donc, la première phase durera 3 semaines. Les autres phases pourront éventuellement durer une quinzaine de jours chacune. Mais ça dépend de l'analyse de la première phase. Donc, pour ce qui est du lockdown général, donc celui-là n'est pas levé. Donc, vous restez toujours à la maison, c'est correct. Il n'y a pas de changement à ce niveau et ça reste la réalité. Donc, il y a un relâchement, il y a des aménagements qui seront pris. Et le 11 mai, on pourra annoncer d'autres mesures le cas échéant.
Il est important que le contact social soit évité de manière continue. C'est une réalité. Et si, à ce moment-là, l'évolution de la maladie va être réduite, ce qui permettra de continuer plus vite à mettre en place les phases. Donc, le principe du rester chez soi est toujours en vigueur, avec les exceptions que je viens d'énumérer, et pour aller au travail, et pour aller au centre de recyclage ou au centre de bricolage. Autre information importante, c'est que jusqu'au 31 juillet, les grandes festivités et les rassemblements ne sont pas permis. Donc même le jour de la fête nationale ne sera pas accompagné de festivités, ni d'autres événements culturels ou sportifs. Donc, jusqu'au 31 juillet, pas d'organisation de grands événements. C'est important pour la sécurité des personnes qui travaillent dans l'organisation. Donc, ça, c'est la date que nous retenons. S'il n'y a pas d'amélioration à la situation ou éventuellement détérioration, il va peut-être falloir qu'on rallonge encore cette date. Mais à l'heure actuelle, nous pensons que le 31 juillet soit la bonne date. Un autre aspect encore qui est important, c'est la protection de la bouche. Vous savez que c'est un geste barrière qui est supplémentaire, qui est un élément important de notre stratégie. C'est un des éléments en vue de sortir lentement du confinement et de pouvoir participer à des activités. Donc cette protection buccale, et vous savez, je ne dis pas masque, parce que les gens ne pensent que c'est uniquement des masques, mais la protection buccale, ça peut être une écharpe, un foulard, un tchèche, donc quelque chose qui aide à protéger aussi les autres. Il faut le savoir. Et pourquoi est-ce logique ? C'est important que ce réflexe de geste barrière, donc il faut partir du principe qu'on se donne les chances d'appliquer toutes les mesures. Et ça, je voudrais que ça devienne une réalité. C'est pour ça que ce matin, en tant que gouvernement, nous avons décidé qu'à partir de lundi, partout là, on ne peut pas respecter la distance de 2 mètres. Là où il y a un contact direct entre l'une personne ou l'autre. Donc, cette protection buccale sera également obligatoire. Donc, ça compte pour les commerces où il y aura des opérations. Donc, là où vous allez, quand vous sortez de chez vous pour faire une activité qui est en contact avec d'autres personnes qui ne vivent pas avec vous. Donc, si vous allez seul dans la forêt pour vous balader, vous n'avez pas besoin de porter un masque. Mais si vous allez dans un commerce, à la poste, à la banque, où vous avez un contact de moins de 2 mètres avec quelqu'un d'autre, il est obligatoire de mettre un masque. C'est également valable pour le marché. Parce que nous savons très bien qu'au marché, on ne peut pas payer en gardant une distance de 2 mètres. Donc, pour le marché, pour toutes les activités que vous faites pour votre shopping, où vous serez en contact avec une autre personne, non membre de votre famille, dans votre ménage, et également dans les transports publics, à partir de lundi, la protection buccale est obligatoire. Que ce soit un foulard, un tchèche, une écharpe ou que sais-je, ou un masque. Donc il y a évidemment des questions. Comment va-t-on se procurer une telle protection ? Donc il y a toutes ces sortes de protections que je viens d'énumérer. Nous savons qu'il y a des gens qui ont besoin de masques. Et c'est une manière efficace. Vous recommandez que ce masque ou un masque en étoffe, par exemple, peut être une alternative, peut-être meilleure même, au masque. Sinon, les masques chirurgicaux, on a décidé ce matin, chaque citoyen reçoit un kit de départ. La ministre de l'Intérieur est en train de s'organiser avec le Civicol pour la distribution. Donc, si quelqu'un porte une écharpe lundi, ça va bien. Il ne faut pas obligatoirement avoir un masque.
mais chaque citoyen va avoir donc à disposition un masque, que ce soit par la commune ou par l'État. Pas seulement les citoyens. Nous pensons aussi que dans les sociétés, il faut qu'il y ait cette possibilité au sein de la société ou au chantier, par exemple. Si on est le matin dans un espace plus confiné avant d'aller au chantier ou aller au chantier, c'est important de porter le masque. Là où la distance de 2 mètres n'est pas respectée, il faut maintenir la règle que le masque ou au moins la protection buccale soit mise. Nous mettons encore en place les dernières mesures pour faire une distribution demain. Nous avons un stock de 6 à 7 millions de masques que nous allons distribuer pour les citoyens et pour les gens qui travaillent ici à Luxembourg. Ce sont donc les mesures que nous avons prises. Monitoring permanent des chiffres, mettre ces mesures en place petit à petit selon un modèle luxembourgeois. Ce n'est pas qu'on doit imiter immédiatement ce qui est fait à l'étranger. Il y a certaines décisions que nous avons prises qui vont plus loin qu'à l'étranger. Nous prenons des décisions qui sont peut-être déjà les mêmes ailleurs, mais c'est important pour nous de procéder de la sorte pour les semaines qui viennent. Donc c'est une procédure où on commence le déconfinement. Ce n'est pas, certes pas une course au déconfinement. Il ne faut pas que ce soit celui qui ouvre d'abord tout lors d'un déconfinement a gagné. Non, il s'agit de faire en sorte que la santé de nos citoyens soit préservée. Peut-être que les mesures étaient assez strictes, mais c'était dans l'intérêt de tout le monde. Donc maintenant, il y a ce relâchement des mesures et ça va se faire par étapes et pas du jour au lendemain. Et voici la première étape et j'espère que tout le monde va comprendre que c'est une partie du déconfinement. Si d'ici au lendemain, tous les chiffres vont être négatifs, on ne pourra pas procéder de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est important de respecter les règles telles qu'elles sont définies. Je compte sur tout le monde, sur la discipline et la compréhension de tout un chacun et surtout du respect par rapport aux autres. Madame la ministre. Bon après-midi. Je voudrais également souligner qu'aujourd'hui, si nous sommes là où on en est, et si on pouvons relâcher un peu les mesures de confinement, vous savez, au départ, on ne pouvait pas dire comment les choses pouvaient aller de l'avant, mais les chiffres sont parlants. Nous suivons les chiffres dans notre pays avec les statisticiens, les chercheurs, etc. Et les chiffres reculent. C'est important parce qu'auparavant, on n'aurait pas pu prendre un tel pas. Cette incertitude que nous avions au cours des dernières semaines, elle va encore continuer. Donc nous ne connaissons pas le virus, nous devons prendre les mesures au jour le jour, mais nous avons fait un effort tous ensemble qui a porté ses fruits. Le chiffre des personnes nouvellement infectées depuis le 25 mars est en recul. C'est ce que nous espérions et c'est ce qui s'est fait. Depuis 5 jours, on voit clairement que l'occupation des lits dans les hôpitaux se relâche. Il y a moins de tension, il y a moins de personnes infectées. Ça se reflète au niveau des hôpitaux. Et donc, il y a moins de 200 personnes qui sont en hôpital. Ce qui est positif également, c'est de rester au point positif. Donc, beaucoup de personnes ont déjà pu quitter l'hôpital. Le virus est dramatique. Il y a déjà 67 décès. Donc, nous avons les chiffres actualisés hier. Donc, c'est beaucoup pour un petit pays comme nous. Mais en dépit de cela, il y a également des gens qui ont pu rentrer chez eux de la clinique. Donc, 185 personnes ont pu retourner chez eux, quitter l'hôpital. Donc, il y en a qui restent à l'hôpital, mais d'autres ont pu rentrer. Donc, c'est un flux constant. Si on en est à la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est également parce que la situation n'est pas encore rose. On ne peut pas se permettre d'ouvrir tout aujourd'hui. Le virus persiste et on doit s'en accommoder.
Il n'est pas maîtrisé à l'heure qu'il est. Si vous lisez des rapports internationaux, vous voyez que la situation est préoccupante. Il n'y a pas encore de vaccin, on n'est pas encore dépassé le danger, donc on doit procéder de manière progressive, de manière réfléchie. Nous avons tiré le frein à main, il y a eu des effets, on a appris des choses, on a appris que le contact est important. Donc le virus passe d'une personne à l'autre rapidement et plus on reste distanciés les uns par rapport aux autres, mieux on puisse passer à une étape supérieure. Donc on ne doit pas donc bouger comme nous avions l'habitude de le faire. En même temps, apprenons à vivre avec le virus. Pourquoi? Parce que cette situation de relâchement est simplement pas possible à long terme. Il y aura des dégâts collatéraux au point de vue économique aussi. Donc, il faudra retourner petit à petit à la normalité. On doit apprendre à vivre avec le virus. Nous savons le faire. Nous l'avons prouvé pendant les semaines qui passées. Donc le virus est toujours dangereux, il a un taux de mortalité qui fait peur. Et si on n'avait pas pris les mesures telles qu'on les a prises, le taux de mortalité serait encore plus grave. Il est effrayant, ce taux de mortalité, si on ne se préoccupe pas de ce virus. Il y aura des victimes, il y aura encore des victimes, c'est sûr, mais on veut que le chiffre soit le plus bas possible. Donc c'est une maladie très grave. Les gens qui ont attrapé ce virus le savent. Donc, il n'est pas facile de survivre aux complications du virus et c'est pas facile pour le personnel du secteur des hôpitaux de la santé. C'est une maladie grave, il faut le savoir, donc ne pas la prendre à la légère. Ce qu'on veut, c'est renforcer notre solidarité par des mesures, des routines, afin d'éviter une deuxième vague. Donc nous avons la première vague derrière nous, elle était relativement douce. Maintenant, il s'agit d'éviter qu'on recommence à fond et qu'on provoque une deuxième vague. C'est pour ça qu'il faut diminuer les contacts, garder sa distance, observer les barrières plus que jamais, parce que chaque activité qu'on remet en route fera en sorte qu'il y aura de la circulation. Donc ces gestes barrières, il faut les conserver. Il faut diminuer le risque de propager le virus de cette manière. Et c'est pour ça que nous avons parlé de ce geste barrière supplémentaire qui est recommandé sur le plan international. Si on est en route en société où on n'a pas la possibilité de respecter les 2 mètres de distance, il faut se donner une protection buccale. Donc c'est une protection supplémentaire pour diminuer le risque de propager le virus à la personne en face. Step by step, donc étape par étape, qu'est-ce que ça signifie? Donc observer exactement les circonstances, ce qui se passe, continuer en utilisant les gestes barrières, en étant discipliné, mais il faut aussi protéger les personnes vulnérables. Il faut regarder comment faire en sorte que leur vie soit assez agréable tout en les protégeant, parce que c'est ces personnes-là qui sont exposées le plus. Donc c'est pour ça que nous mettons l'accent sur le personnel de soins qui s'occupe de ces personnes-là et qui les testent pratiquement systématiquement dès que ces personnes-là sont en contact avec des personnes infectées. Nous avons entre-temps les mesures pour continuer cette manière de faire, de manière renforcée. Il s'agit également, point de vue de la réorganisation dans le système de santé, de la continuer. Donc, on a été obligé de séparer les patients normaux des patients Covid. Donc, on a donc des lignes séparées. Il faut aussi maintenir cette manière de faire. Donc, il faut éviter tous les risques, faire une séparation des flux et ne pas mettre les personnes en danger. Nos lits en soins intensifs sont sous monitoring constant. Nous regardons l'évolution, le personnel. Si le personnel arrive à s'en sortir, parce que comme je l'ai dit, c'est des malades avec des maladies graves. Être
intubé, c'est grave, ça demande beaucoup de travail, c'est moralement pas facile pour les personnes qui travaillent. Donc il y a beaucoup de facteurs dont il faut tenir compte, pas seulement le nombre de lits, mais les médicaments qu'il faut utiliser. Il y a des médicaments importants qu'il faut, donc il faut faire en sorte qu'il y en a suffisamment. Donc il faut également faire en sorte qu'il y a assez de personnes dans les starting blocks pour assurer le quotidien. Donc tous les jours, nous serons en contact avec les hôpitaux, avec les médecins pour assurer que tout reste dans le positif. La discipline, l'organisation, c'est une chose, mais il faut également investir. Nous avons fait de gros investissements. Nous sommes ceux qui testent le plus. Nous sommes à la pointe des tests. Nous allons continuer de le faire. Donc, au moyen international, nous sommes les premiers et nous avons donc une belle image, une bonne image de la situation dans notre pays. Ça nous permet plus facilement de sortir tout doucement du confinement parce que nous avons une vue sur le nombre de personnes qui sont positives. Nous avons aussi ces personnes, on peut les mettre en isolement et prendre les mesures. Il y a juste un chiffre obscur. On ne peut pas tester toute la population, mais on est à l'avance. Nous testons 3 fois plus que les Allemands, 4 fois plus que les Belges et 7 ou 8 fois de plus que les Français. Nous allons continuer dans cette voie. Tester, qu'est-ce que ça veut dire? C'est deux choses différentes. Je l'avais déjà dit précédemment. D'abord, il y a les tests diagnosis. C'est ceux que nous utilisons pour le moment. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un test qui permet, si une personne est porteur du virus ou pas. Une personne testée positivement, il faut l'isoler, qu'elle ne contamine pas d'autres personnes. Donc, il faut voir avec qui cette personne était en contact. Il faut aussi protéger les personnes autour et les prendre sur le radar. Il faut continuer avec cette mesure et nous nous sommes constitués de manière à pouvoir faire ça de manière renforcée à l'avenir. L'idée est également que dans le secteur qui ouvre maintenant la construction, de prendre un échantillon de personnes, de tester ces personnes-là de manière plus systématique pour que dès le départ, dès l'ouverture de cette phase, on voit combien de personnes sont positives dans ce secteur. Et si jamais il y a un pourcentage trop élevé, il faut immédiatement donc tester ce test à grande échelle et adapter les mesures. Donc les moyens que nous nous sommes donnés sont évidemment tributaires du matériel dont nous disposons. Nous pensons qu'avec les livraisons actuelles que nous avons reçues, nous avons suffisamment de matériel pour continuer dans cette voie. À côté du diagnostic, donc pour reconnaître le patient positif et l'isoler, nous faisons aussi le monitoring maintenant. Donc c'est un test qui base sur un examen sur une analyse sanguine pour voir si une personne avait déjà à un certain moment le virus. Nous savons que plein de personnes ont le virus sans le remarquer. Heureusement, la plupart des personnes ne sont pas malades avec le virus, mais il faut savoir combien de personnes dans ce pays ont déjà eu ce virus et combien de semaines après, ils ont déjà créé une immunité. Donc, ils ont des anticorps dans leur corps. C'est un test qui commence. Maintenant, nous opérons par échantillons composés de manière représentative pour notre pays. Donc, on va faire les tests et d'ici une quinzaine de jours, on aura une bonne vue sur le virus et combien de personnes d'ici 15 jours auront déjà une immunité. Et ces tests immunitaires vont être continués. Nous avons beaucoup acheté de ces tests et nous sommes bien équipés pour tout au long des phases qui vont venir. On pourra utiliser ces tests et surveiller exactement la situation. Ça nous donne une certaine sécurité. Parce qu'à certains moments, beaucoup de personnes vont avoir eu le virus et ne seront plus en danger, mais nous ne sommes pas encore là. On va faire le suivi continu en collaboration avec les recherches dans ce pays qui y amèneront leurs connaissances et se tiennent au courant des nouveaux progrès de la recherche pour que ceci puisse être intégré chez nous, pour qu'on reste donc à la tête du peloton. Donc, je suis confiante que nous avons une bonne base maintenant, on est bien équipés
Il faut de la discipline, il faut de la prudence. Chacun doit être prudent. De mon côté, je souhaite également beaucoup de courage aux personnes malades. Je sais que c'est une vilaine maladie. J'espère qu'ils vont avoir de l'espoir en voyant combien de personnes, une fois à l'hôpital, vont quand même ressortir. Donc merci en tout cas pour le personnel de la santé. Ces personnes-là sont l'espoir pour les patients. Merci pour le travail que ces personnes font et pour que tous ceux qui rentrent à l'hôpital peuvent savoir qu'ils sont de bonnes mains. Donc le personnel travaille très bien, il n'y a quasi pas d'absentéisme. C'est très beau de voir cette motivation pour faire rendre un service le mieux possible. C'était mon côté, ma contribution. Je suis positive et j'espère qu'on va réussir en travaillant ensemble. Question de la presse. D'abord le contacto. Sera-t-il obligatoire aussi dans les écoles? Le ministre de l'Éducation va avoir sa conférence de presse demain où il va expliquer les mesures. Là où les distances de 2 mètres ne pourront pas être respectées, le masque sera obligatoire et n'est pas à exclure. Que ce sera le cas dans plusieurs situations. Donc c'est différent que ce soit dans une classe ou dans un transport d'écoliers. La magazine pour Madame Leenaert. Quelle procédure vous prévoyez de mettre en place pour déclarer une personne guérie après la quarantaine et comment vous allez faire le choix des personnes pour le test asymptomatique? 2 questions. Donc, d'ores et déjà, nous considérons une personne guérie lorsque nous avons une présomption. Donc, à partir du moment que la personne est testée positive, il y a un délai de 2 semaines plus 48 heures sans montrer des symptômes. C'est une présomption, ce n'est pas une guérison incomplète. Nous ne pouvons pas appeler ça une guérison parce que scientifiquement, ce ne serait pas correct, mais c'est de la recommandation internationale. Deuxième question. Donc, c'est pour le test immunitaire. Nous prenons un échantillon qui ne prend pas comme base les symptômes, mais c'est un échantillon de la population pour avoir une représentativité par rapport au genre, à l'âge, etc. Donc, on testera à large pour voir comment se situe la prévalence du virus dans la population. Autre Quelles seront les propositions que vous allez emmener au Conseil d'Europe du 23 avril prochain? Pour être honnête, il est difficile de mettre sur pied une stratégie de déconfinement commune si on n'avait pas de stratégie de départ commune. Donc j'ai discuté avec des chefs d'État d'autres pays. Et il a été dit qu'il serait important qu'on travaille ensemble avec la Commission européenne pour certaines mesures. On m'a remballé, plusieurs pays m'ont remballé en me disant qu'ils pouvaient maîtriser ça eux-mêmes. Nous pensions qu'on devait travailler ensemble. Par exemple, en Suède, il n'y a toujours pas de confinement total. Donc c'est quand même tout le monde travaille pour soi. Et ce n'est pas vraiment un point positif de la Commission européenne pour la coordination. Question d'RTL. Vous avez dit qu'au 31 juillet, il n'y aura pas d'importantes manifestations publiques. Comment les définissez-vous? Et fin juillet, est-ce que vous avez retenu ça pour la Schoberfauer? Non, au contraire. C'est pas le gouvernement qui organise la Schoberfauer, c'est la commune de Luxembourg. Elle peut décider ce qu'elle fera avec la Schoberfauer ou non.
On a pris deuxièmement le 31 juillet parce qu'on voulait garantir une prévisibilité. Je ne sais pas vous dire ce qui sera fait au mois d'août, ce qui sera permis au mois d'août ne sera pas dessiné le 30 juillet. Nous saurons déjà avant juin ce qui se passera dans les semaines à venir. Une manifestation, ce sont les grandes festivités. Il y a des centaines de personnes qui se retrouvent. Et ça, ce n'est pas permis jusqu'au 31. On va voir au courant mois du mai si on peut faire un petit relâchement. Si on peut, par exemple, se voir entre amis, entre voisins, mais ça, c'est une fois qu'on aura les chiffres du premier déconfinement. Donc, ce qui est exclu jusqu'au 31 juillet, c'est les grandes manifestations. Tous les événements, il y a des centaines ou même des milliers de personnes. Donc, ce ne sera pas permis jusqu'au 31 juillet. Autre question d'RTL pour Madame Lehnert. Pour le temps d'incubation, donc on peut seulement voir après 2-3 semaines s'il y a eu des infections. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre les premiers résultats des tests anticorps? Ça se fait en parallèle. L'indicateur de la première phase, c'est de voir les effets du confinement et on a pu les voir. Il y a une dizaine de jours, ce n'était pas possible de les voir, mais à l'heure actuelle, on peut le voir. Et on peut te dire à partir de ce moment, c'est une possibilité d'ouvrir. Le monitoring qu'on met en place, c'est en parallèle, c'est un accompagnement du phasage que nous mettons en place et ça va durer. Autre question d'RTL. On a déjà répondu à la première partie. Donc, il y a une hiérarchie de secteurs qui a été retenue. Pourquoi le personnel de CMCM et pas le personnel médical qui a été testé? Ce n'est pas le choix de la santé. La CMCM l'a fait en tant que patron, pour autant que je sache. Tout comme d'autres personnes se font tester, ce n'est pas une mesure du ministère de la Santé. Question d'RTL à M. Battel. Comment le transport s'organisera pour les écoliers quand on sait qu'il faut 2 mètres? Donc c'est pour ça qu'on organise le phasage de manière différente. Et pour le transport scolaire, donc c'est la première question que j'avais à l'école, donc là où le contact de 2 mètres de distance ne peut être garanti, donc il faut une protection de la bouche, de la face. Donc ce sera le cas également pour les transports scolaires, parce qu'autrement ça ne fonctionnera pas. C'est un principe qui sera général. Même s'il n'y a personne d'autre qui est dans le bus, le principe est si on monte dans un transport public, il faut avoir cette protection. Monsieur Baich va expliquer les détails demain pour donc organiser ce phasage dans la nouvelle rentrée. Autre question d'RTL, est-ce que vous pensez que le secteur immobilier est en crise et pourra profiter du chômage partiel? Donc, monsieur Dan Kerch a dit que ça valait une discussion. Donc, dans le secteur immobilier, on ne construit pas. Et vous savez comment on réduit le prix en construisant plus. Donc, pour le moment, je ne comprends pas, je ne vois pas comment l'offre pourrait être plus importante. Pour le moment, il n'est pas permis de faire des visites bien. Il ne doit pas y avoir de défilé dans un appartement. Et jusqu'au 11 mai, il n'y aura pas le permis, la permission pour qu'on aille sonner chez des voisins et organiser une visite de locataires potentiels. Donc, ça ne sera pas permis. Les personnes doivent éviter, les personnes qui ne vivent pas là ne doivent pas aller chez d'autres personnes et nous devons éviter que l'agent immobilier aille là. Mais il y a d'autres possibilités. On peut organiser pas mal de choses par Internet, par exemple. Et il faut attendre là jusqu'au 11 mai. C'est difficile pour les indépendants, pour les commerçants, pour les sociétés.
Mais comme je l'ai déjà dit, c'est une situation où on sait qu'il y a quelques semaines, il y aura de nouvelles mesures. Alors que j'ai d'autres personnes qui se posent la question si un jour seulement ils pourront ouvrir ou non. Donc il faut faire la distinction. Deux questions que je regroupe de l'essentiel. Envisagez-vous d'interdire la chasse, comme en Belgique et en France, en Zwitfro? Comment vont les membres du gouvernement personnellement face à la pression? Comment se protègent-ils et à quelle fréquence sont-ils testés? Je commence par la première question. Nous ne pouvons pas éviter ceci. S'il y avait encore un problème de peste porcine en plus, rappelez-vous, on avait des problèmes aux frontières avec la peste porcine et je ne vous donne pas une garantie que ce ne sera pas le cas à l'avenir. Donc, la chasse, il faut en tenir compte pour lutter contre la peste porcine. Mais donc, il ne faut pas organiser une grosse chasse. Donc, on peut aller à la chasse seul. Il n'est pas interdit d'aller pêcher tout seul. Hein. Les membres du gouvernement, donc je pense qu'il y a 2 à 3 fois par semaine un conseil de gouvernement parce que c'est une situation exceptionnelle. Il faut plus d'échanges, plus de mesures. Madame Lénert et moi-même, on a un contact permanent plusieurs fois par jour, par téléphone, par réunion, mais tout en ne pas oubliant les autres dossiers parce que à part le Covid-19, il y a d'autres volets qui doivent être considérés. On doit faire fonctionner d'autres choses et on y travaille. Donc il n'y a pas d'exception pour les membres du gouvernement. Je n'ai pas demandé que chaque semaine on teste une personne du gouvernement. Mais je touche du bois, jusqu'à présent tout va bien. Mais les réunions, on les fait des fois par vidéoconférence. La dernière, je l'ai organisée dans 3 salles différentes pour qu'on puisse respecter cette distance de 2 mètres. Et aussi, au cas où quelqu'un devait être malade, que tout le monde ne serait pas absent. Donc, ces échanges, j'en ai organisé à Zanningen aussi, où j'ai réussi à garder la distance de sécurité de 2 mètres. Si d'ici lundi, il faut avoir un masque, quand on ne peut pas garantir 2 mètres et que nous avons des réunions où c'est le cas, alors les membres du gouvernement porteront également un masque. Question de Vox. Donc, les personnes qui sont tombées malades au cours des dernières semaines, il y a parmi ces personnes des frontaliers, bien sûr. Et alors, s'ils tombent malades, ils sont enregistrés dans leur pays de résidence, pas dans le nôtre. Est-ce que ça ne fausse pas les chiffres? On fait une distinction entre résidents et non-résidents. C'est visible sur l'Internet. Donc ici, comme nous avons beaucoup de frontaliers, c'est une information importante que nous devons surveiller. Quand nous faisons les tests, à l'avenir, on fera également toujours cette distinction entre frontaliers et résidents. Question de Luxembourg Times. Luxembourg Convince sera-t-elle utilisée pour ouvrir davantage l'économie et la société? Indique Zwitfro, est-ce que le congé collectif dans le bâtiment sera maintenu? Pour l'étude Convince, ça nous donne une bonne image. C'est un monitoring, ce n'est pas en corrélation directe avec une mesure. C'est un des moyens pour comprendre la propagation du virus, mais il n'y a pas de corrélation directe entre cette étude qui teste les prévalences pour qu'on ait une idée et les mesures qu'on va prendre. Ce serait plutôt le cas pour les tests diagnostiques. S'il y avait un résultat pour un secteur dans un secteur, si jamais il y a plusieurs personnes qui sont testées positives, alors ça aurait un impact pour les mesures.
Donc le congé collectif, le ministre du Travail a déjà dit qu'il y a des discussions avec le patronat, avec les syndicats. On va voir les résultats et s'il y a des changements, monsieur le ministre du Travail va vous le communiquer. Mais il y a des discussions en cours et il faut un accord entre toutes les parties. 3 questions auxquelles on a déjà répondu. Question du journal du vote de l'AFP. 2 questions de Radio 100,7. Comment expliquez-vous que dans le centre de bricolage, vous pouvez rencontrer des gens alors que ce n'est pas possible chez vous? Donc, il y a des personnes qui peuvent se voir dans le magasin de bricolage. Pour les données, à part les résultats de l'étude Convince, comment avez-vous décidé votre stratégie de déconfinement? Je commence par la première question. On a décidé que tous les travaux de construction, le secteur du bricolage va être ouvert. Donc, si d'après ce que vous dites, la même chose pourrait se faire au Cactus. Hein, si demain, il n'y a pas de différence si un supermarché est ouvert ou un centre de bricot. Ce qui est important, c'est que nous ne prenons pas ces mesures pour ennuyer quelqu'un. Nous le faisons dans l'intérêt de la santé des gens. Si quelqu'un pense qu'il doit voir d'autres personnes, c'est un danger pour eux de ramasser éventuellement un virus. Et s'ils se donnent un rendez-vous au supermarché ou au centre de bricolage, le but n'est pas de discuter, c'est de réduire le contact au minimum. Un supermarché ou un centre de bricolage n'est pas une excursion culturelle de la semaine. C'est pour aller chercher des matières ou des choses essentielles. Et après le 11 mai, on pourra éventuellement parler de certains relâchements, mais d'ici là, non. Je veux ajouter, parce qu'il y avait encore une question sur la clarification, donc il faut faire un choix. Un petit commerce, on peut l'organiser pour que ça fonctionne, mais ici, on doit faire en sorte que les mouvements soient vraiment soient à la baisse. Donc, il ne faut pas laisser faire dans les habitudes de shopping. Donc, quand les constructions est fermée, par exemple, c'est un impact important. Et ces matériaux de construction, on en a besoin. Et c'est important que les personnes en aient aussi chez eux pour les occuper. Et déjà que les personnes ne peuvent pas sortir, au moins ils pourront faire l'un ou l'autre bricolage à la maison. Donc ça va occuper le temps sans qu'on ne bouge beaucoup. Donc on m'a souvent dit pourquoi on n'ouvre pas ceci ou cela. Mais ici, il ne faut pas. Le but n'est pas que les gens aillent en ville se balader. Il faut éviter globalement que les gens ne sortent pour faire leurs courses autres que de première nécessité. Et maintenant, il y a cette étape-ci du centre de la construction. Donc, nous voulons être cohérents et ouvrir également pour les privés. Mais le phénomène général du shopping doit être vraiment minime. On va d'abord donc voir les conséquences de cette étape-ci et après on réfléchira à la suite. Mais il est un peu prématuré de décider tout ensemble. Autre question de 100,7. Le double test est prévu dans le déconfinement et si oui, dans quelles entreprises et qui va payer et comment ça se fera pour les frontaliers? Pour le moment, les tests qui sont faits, les projets qui sont en route, c'est du matériel qui a été acheté par l'État, qui est payé par la caisse. Vous avez parlé tout à l'heure, si une société veut le faire à ses frais, c'est différent. Mais les projets que nous avons mis en route sont à charge de la communauté. Ça fait partie du prix de la crise dans laquelle nous avons investi beaucoup d'argent parce que nous pensons que les tests sont un bon moyen de dépasser la crise. Les doubles tests ne sont pas prévus, mais
pourra peut-être un double test si quelque chose dans la prévalence nous donne des éléments qu'on fasse après un texte diagnostique. Autre question? Dita Goblat, pour la ministre de la Santé. La helpline pour les dentistes était apparemment très demandée, donc il y a beaucoup d'urgences. Donc oui, nous savons qu'il y a eu beaucoup de fluctuations. Donc nous allons avoir une réunion avec les dentistes pour faire le bilan. Si on voit qu'il y a plus de demandes que de l'offre, on pourra donc élargir les lignes de garde. C'est pour ça que nous travaillons tout le temps avec le corps médical et avec les dentistes pour voir. Donc à un moment, il y avait beaucoup de demandes et puis ça s'est un peu stabilisé. Mais si ça se confirme que la hotline est surchargée, il faut qu'on prenne les mesures. 3 questions de reporter. Le gouvernement, comment veut-il continuer les mesures de déconfinement? Est-ce que ce sera oui pour une app ou non? Beaucoup de sociétés nous ont abordé. Nous ne savons pas qui a les données, qui va avoir les garder, ni pas pour combien de temps, comment les données seront sauvegardées. On a dit déjà à l'époque que la protection des données a une priorité absolue ici dans ce pays. Il y en a des spécificités ici dans ce pays. Nous avons plein de frontaliers. À quoi ça sert d'avoir une app ici qui ne concerne pas nos pays voisins si ça ne fonctionne pas de cette manière? Donc si jamais on trouve une solution à un niveau européen, si on arrivait à avoir une solution qui respecte la protection des données, vous voyez, si je suis en appartement et je reçois tous les jours un signal qu'il y a quelqu'un à côté qui a un signal, si on arrive à une app qui ne dit pas chaque fois qu'on montre dans un bus, chaque fois le voisin sonne, vous voyez, il y a trop de questions pour l'instant encore, trop d'interrogations pour se prononcer en faveur de ça. Le jour où il y aura toutes les garanties et la demande des différents secteurs, alors on se mettra à table pour discuter. Mais pour l'instant, il y a 8-9 pays qui ont déjà une app. D'un coup, le tracing est fait. Donc, si je suis testé positif, je donne un signal et tous les gens qui sont à côté de moi, à moins de 2 mètres pendant 15 minutes, donc je recevrai une alerte, ou les gens recevront une alerte. D'autres apps signalent immédiatement quand il y a quelqu'un qui a le corona. Donc il y a quelques pays qui le font. Et nous avons essayé ça aussi. Nous voulions faire le suivi des malades et regarder l'évolution de la fièvre, etc. Et là, Madame la ministre de la Santé l'a fait. Il y a d'autres apps encore. C'est un modèle néerlandais qui dit dans quel coin il y a des cas. C'est pour faire une carte géographique pour dire là où il y a le plus de cas. Donc pour l'instant, n'oublions pas notre taille de notre pays, gardant les mesures de proximité ou de distance. Aussi longtemps que les questions ne sont pas claires, les garanties ne sont pas fixées, ce gouvernement est plutôt sceptique par rapport à ce projet, à un tel projet, parce que nous n'avons pas les garanties pour le moment. Le jour où ce sera proposé par l'Europe, avec les garanties, on n'est pas contre. Nous avons reçu plein de demandes de sociétés, mais nous n'avons pas les garanties. Aussi longtemps qu'on n'a pas de projet transfrontalier, je ne vais pas être pour, je ne donnerai pas le feu vert aussi en tant que ministre de la digitalisation. Le journal dit, est-ce que les centres de soins vont rester? Oui, certainement, vont rester en vigueur. Donc, on fera des adaptations, et on en a déjà fait pour les heures d'ouverture. Quand il y a beaucoup d'affluence, par exemple à Esch, donc vous voyez, quand l'activité est en diminution, c'est ce qu'on souhaite.
et ce qui reflète également le nombre des infectés. Donc, mais les centres vont bien entendu rester ouverts. Ça fait partie de toute la modification du système de santé. Et nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines. Il y a toujours un risque que les chiffres remontent. Nous voulons arriver à une vitesse de croisière où le virus se propage doucement, suivant une vitesse que nous savons contrôler. Ce n'est pas parce qu'on est en recul maintenant qu'on ferme tous les centres. Non, bien au contraire, nous avons mis certaines choses en place pour passer à travers toute la crise. Et parce que le jour où ça va, si jamais ça recommence, qu'on puisse utiliser de nouveau ces services à fond. Deux questions du Tageblatt, Monsieur Bettel. Donc, l'Allemagne va fermer encore les frontières pendant 20 jours supplémentaires. Est-ce que Luxembourg a été informé? Qu'est-ce que vous pensez de la politique? Pendant combien de temps faut-il porter le masque? Et quelles seront les sanctions si les gens ne le portent pas? Première question, on n'a pas été informé des autorités allemandes qui vont prolonger cette mesure, mais je pense qu'ils ont dû décider ça ce matin et l'info est sortie de suite. Pour nos collègues allemands, bien souvent, ça commence et nous courons derrière pour pour adapter nos mesures, que ce soit par les différents ministères. On regarde pour être en mesure de trouver toujours des aménagements, mais on n'est pas informé à l'avance par les collègues. Il y a d'autres pays voisins où on travaille de manière plus proactive, où on nous informe plus tôt. Et on voit qu'entre la Rhénanie et la Sarre, certains ministres-présidents soient plus stricts les uns que les autres. Mais c'est une décision unilatérale de leur part. Vous savez, on a fait ces discussions sur des batchs qu'il fallait pour les 9 heures. Donc si ça fonctionne, c'est une possibilité pour éviter les grands bouchons. Pour ce qui est des masques, c'est une obligation pour le moment. Avant le 11 mai, tout sera en place comme nous le décidons aujourd'hui. On ne va pas faire de grands changements, sauf si jamais de grands changements devaient se présenter qui nous encourageraient à prendre des mesures, mais ce serait une erreur. Aujourd'hui, il s'agit d'attendre l'effet du premier déconfinement avant de décider d'autres ralentissements. Ce serait irresponsable de procéder de la sorte. Tout ce qu'on a pris comme mesure, il ne faut pas les saboter parce qu'on est trop impatient. Donc on paierait un prix trop important pour ça. Il y a des sanctions de prévues. Je pense que ça va de 25 ou 35 euros, plus haut. Donc je ne connais pas le montant exact. Et les gens qui ne se tiennent pas aux règles, c'est dommage de devoir payer un PV parce qu'on ne se tient pas à des règles qui sont pour protéger ses autres concitoyens. Autre question de reporter. Dans les phases à venir, est-ce qu'on définira des groupes de risque et comment on définit les groupes vulnérables? Donc, toute cette stratégie de protection par rapport aux personnes vulnérables est maintenue. Il y a eu des instructions très strictes pour les endroits où il y a des personnes vulnérables, comme il n'y a pas de stratégie supplémentaire pour isoler des gens en groupe. L'isolement en soi, si quelqu'un est testé positivement, cette personne devra s'auto-isoler. C'est prévu déjà maintenant. Il n'y a rien de neuf là, sauf si je ne comprends pas exactement votre question.
Donc, dans les phases qui vont venir, comment on isolera les groupes à risque? Je pense que ça veut dire les personnes dans des maisons de retraite. Et comment va-t-on définir ces personnes vulnérables? Qui est vulnérable? On a une définition de personnes vulnérables qui est stable depuis le départ de la crise, au-dessus de 65 ans et un certain nombre de maladies ou de symptômes qui sont typiques du Covid et qui font en sorte que la personne est considérée comme vulnérable. Il n'y a pas eu de changement depuis. Et on ne va pas changer, il n'y a pas de nouvelles connaissances que d'autres personnes soient vulnérables. De question du Tageblatt. Pendant combien de temps l'état de crise sera encore en vigueur? Est-ce que le gouvernement et la Chambre ont déjà discuté de ça? Deuxième question pour Madame la ministre. La deuxième partie n'a pas encore été répondue. Est-ce que les personnes qui vont retourner au travail, est-ce qu'il faut les tester au travail, par exemple, leur mesurer, leur prendre la température? Donc, alors, au poste de travail, donc, nous travaillons donc avec le ministre du Travail pour voir ce qui fait du sens au niveau des mesures, ce qui va être mis en place. On va regarder en profondeur ceci. Donc, prendre la température, ça pourrait être une mesure, mais ça ne va pas, il n'est pas prévu de le généraliser. Parce qu'il suffit qu'on ait pris un paracétamol le matin pour une autre raison, que ceci peut donner des fausses indications. C'est une possibilité, mais ce n'est pas prioritaire dans notre stratégie. Le but de l'état de crise, ce n'est pas qu'on va attendre jusqu'au dernier jour pour le maintenir. C'est une situation exceptionnelle. Donc, on donne une réponse à une situation exceptionnelle. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des incertitudes qui persistent. Si nous levons l'état de crise, tout va s'écrouler. Donc, il va faire différentes lois. Et vous savez, il y a on pourrait préparer un texte spécifique sur les pandémies où la compétence relèvera de Madame la ministre de la Santé pour prendre des mesures. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'a pas les mesures, la possibilité de prendre des mesures de relâchement, parce que vous savez, il se pourrait on travaille toujours sur ce test, que certaines mesures pourraient être abrogées. Donc, on a décidé que les ministres d'État, le ministre de la Justice, encore d'autres ministères, ensemble avec le Conseil d'État et le gouvernement, on va travailler ensemble sur un texte. Et dès que le texte est fini, on va le voter. Et puis, on pourra assez rapidement lever l'état de crise. Donc, ça, c'est à long terme le souhait qu'on a. Donc, pour les festivités, pour les restrictions, il faut une solide base légale et c'est pour ça que c'est une possibilité que de préparer cette loi sur les pandémies. Question de Luxembourg-Alain sur le contact tracing. Le gouvernement a dit qu'il était contre, mais cela, il y aurait des moyens, des avantages. Quelle autre mesure est-ce que le gouvernement compte prendre autre que le contact tracing? Donc, pour le moment, il n'existe dans ce domaine pas de solution commune européenne. Donc, je suis en discussion avec le commissaire européen. Madame la ministre est en contact avec les chercheurs. Si jamais il y a une solution qui va surgir, alors on pourra toujours travailler dans cette voie. Il n'y a pas de divergence pour l'instant au gouvernement. Tout le monde veut que la protection des données soit une règle que l'on respecte. Et aussi longtemps qu'on ne sait pas ce qui va se passer des données. Parce que vous parlez du tracing, mais il y a toujours les données. Donc, qui peut les voir? Combien de temps? Donc, tant qu'on n'a pas de garantie pour ces données, et tant qu'il n'y a pas d'interopérabilité entre les différents pays, je vois qu'il est difficile d'accepter ça. Mais Madame la ministre de la Santé est en contact permanent. Et si un jour une solution se présente, donnant toutes ces garanties,
Parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se rendre compte des effets secondaires. Donc, aussi longtemps que c'est encore le cas, ce n'est pas une voie à suivre. Question à Madame Leenert. Les tests immunitaires ne sont pas fiables à 100%. On ne sait pas combien de temps une immunité va persister. Donc, est-ce que ça donne quand même un aperçu fiable? Si une chose est sûre pour ce coronavirus, c'est que rien n'est sûr à 100%. Le matériel est neuf, la recherche évalue du jour au lendemain. Aucun test n'est sûr à 100%. C'est pour ça que nous nous efforçons de tester le matériel le plus récent pour voir si nous en sommes convaincus, quelle en est l'évolution, etc. Donc je suis confiante parce que je sais que nous avons à disposition le meilleur matériel, du matériel parmi les meilleurs. Donc quant aux autres mesures, la stratégie des tests, c'est la meilleure mesure pour se rendre compte là où il y a encore des chiffres pas clairs. Donc nous avons peu de chiffres obscurs ici. Donc il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus grave, où il y a beaucoup d'inconnus. Alors quand il y a beaucoup d'inconnus, on ne peut pas aller dans cette direction. Nous sommes plutôt dans une situation privilégiée et nous pouvons construire sur cette situation et tester assez large pour avoir une bonne image de la situation. Et ça explique probablement que ce n'est pas notre priorité. Nous suivons ceci avec intérêt. Le secteur de la recherche suit ces travaux. Mais nous avons le privilège ici de pouvoir continuer sur une voie qui est bien plus précise que le reste. Donc, on a d'autres moyens de lever le doute sur ces points pas visibles. Est-ce que les médecins peuvent ouvrir leur cabinet à partir de lundi prochain ou prochainement? Nous sommes en discussion avec le secteur, le corps médical, etc. Vous savez que pour le moment, pour garder les capacités médicales pour le Covid et pour que laisser les gens à la maison, donc on s'est limité aux consultations nécessaires. Là, il faut y parler, y penser aussi petit à petit, un peu juste garder une telle situation telle que nous connaissons aujourd'hui pendant une période limitée. Au plus tard, la semaine prochaine, nous discuterons avec le corps médical pour voir comment on peut rouvrir ce secteur. Ce sera aussi par étapes suivant les priorités et en collaboration avec les acteurs concernés. Dernière question d'RTL. La réouverture des chantiers, est-ce que ça a été discuté avec les pays voisins pour éviter les problèmes aux frontières? Nous avons informé les pays. Ce n'était pas leur problème parce qu'ils n'avaient pas fermé leur chantier. Donc, nous ne regrettons pas notre décision d'avoir fermé les chantiers. Et ça, je pense que avec l'Allemagne, on a une réglementation. On peut avoir un certificat pour passer la frontière plus vite. Donc, ça a été une proposition de la Commission et ça doit rester la règle. Donc, il faut faire la distinction entre celui qui passe sans avoir rien à faire et celui qui est vraiment nafteur. Donc, ça, rien ne va changer sur ce point. Donc, il n'y aura pas d'autres bouchons à la frontière allemande. Au cas où il y a des problèmes, nous sommes à l'écoute, nos collègues allemands sont à l'écoute et on cherche des solutions si nécessaire. Pour l'instant, il y a cet accord pour que les gens avec la vignette passent plus vite. Merci.